Salut la team ancienne star. Bienvenue sur votre chaîne préférée, où on fait revivre les icônes qui ont marqué l'histoire avec leur talent, leur audace et leur passion. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un homme qui n'était pas seulement un chanteur, pas seulement un danseur, mais une véritable révolution culturelle. James Brown, le parrain du funk, le roi de la soul, celui qui a fait vibrer des générations avec ses rythmes endiablés et sa présence scénique inégalée. Dans cette vidéo, on va retracer ses derniers jours, explorer les mystères qui entourent sa mort, et célébrer un héritage qui continue d'inspirer le monde entier. Alors, attrapez un café, un carnet, ou juste votre bonne humeur, et embarquez avec nous pour un voyage dans la vie d'une légende. C'est parti! James Brown, c'est une histoire qui commence dans la pauvreté absolue, dans une petite ville de Caroline du Sud, et qui se termine sur les plus grandes scènes du monde. Né le 3 mai 1933 à Barnwell, il a grandi dans des conditions difficiles, élevé dans un foyer marqué par la précarité et le chaos. Mais dès son plus jeune âge, James Brown avait quelque chose de spécial. Une voix qui pouvait faire frissonner, une énergie débordante et une détermination à toute épreuve. Il a transformé ses débuts modestes en une carrière qui a redéfini la musique moderne. Du funk à la soul, du hip-hop au rock, son influence est partout. Des chansons comme I Got You, I Feel Good, Papa's Got a Brand New Bag et Sex Machine ne sont pas juste des tubes, ce sont des monuments culturels. Et sur scène, James Brown était une tornade. Ses pas de danse, ses cris, sa capacité à tenir une foule en haleine, personne ne faisait ça comme lui. Mais au-delà de la musique, James Brown était aussi un symbole. Dans les années 60, en pleine lutte pour les droits civiques aux États-Unis, il a utilisé sa voix pour porter des messages puissants. Sa chanson C'est It Loud I'm Black and I'm Proud est devenue un hymne pour la communauté afro-américaine, un cri de fierté et de résilience dans une époque marquée par les tensions raciales. Il n'était pas juste un artiste, il était une force sociale, un homme qui a brisé les barrières et ouvert la voie pour des générations d'artistes. Michael Jackson, Prince, Beyoncé, et même des groupes comme les Rolling Stones ont tous reconnu leur dette envers lui. Alors, quand on parle de James Brown, on ne parle pas seulement de musique, mais d'un mouvement, d'une révolution, d'un homme qui a changé la culture pour toujours. En décembre 2005, James Brown avait 73 ans, mais il n'avait rien perdu de son feu sacré. Malgré son âge et une santé déclinante, il continuait de planifier des performances avec la même passion qu'il avait toujours animée. Il se préparait à monter sur la scène du B.B. King Blues Club à New York, un lieu mythique où il avait l'habitude de faire trembler les murs avec sa voix rauque et ses mouvements électrisants. Ce n'était pas juste un concert de plus. C'était une célébration de son héritage, une occasion de montrer au monde qu'il était toujours au sommet de son article. Et comme si ça ne suffisait pas, il avait prévu une apparition en direct sur CNN, dans l'émission du Nouvel An animée par Anderson Cooper. Une scène nationale, une audience mondiale, une chance de briller une fois de plus sous les projecteurs. C'était du pur James Brown, toujours plus grand, toujours plus audacieux. Ses proches racontaient qu'il abordait ses projets avec un optimisme inébranlable. Même quand son corps montrait des signes de fatigue, son esprit restait vif, son ambition intacte. Il refusait de ralentir, refusait de laisser la maladie prendre le dessus. Pour lui, la scène était sa maison, son refuge, l'endroit où il se sentait le plus vivant. Ceux qui le connaissaient bien, ses musiciens, son manager, ses amis disaient qu'il avait une énergie presque surnaturelle, une flamme qui ne s'éteignait jamais. Mais le destin avait d'autres plans. Dans les jours précédant Noël 2005, James Brown a commencé à ressentir les effets d'une santé fragile. Une toux persistante, une fatigue inhabituelle. Son médecin, le docteur Marvin Crawford, lui a conseillé de se faire hospitaliser pour des examens. Brown, fidèle à son caractère têtu, a d'abord hésité. Il voulait continuer, performer, vivre comme il l'avait toujours fait. Mais finalement, il a accepté d'être admis à l'hôpital Emory Crawford Long à Atlanta. Ce qu'il pensait être une simple visite de routine s'est transformé en une lutte pour sa vie. Une pneumonie, combinée à des problèmes cardiaques, a commencé à peser lourdement sur lui. Pourtant, même dans son lit d'hôpital, il restait optimiste, plaisantant avec les infirmières, planifiant son retour sur scène. Mais dans les premières heures du 25 décembre 2005, jour de Noël, tout a basculé. À 1h45 du matin, l'état de James Brown s'est aggravé de manière soudaine et dramatique. Entouré de quelques proches,
dont son manager et ami de longue date Charles Bobby, il a prononcé des mots qui résonnent encore comme une poésie empreinte de mystère, « Je pars ce soir ». Après 3 respirations lentes, il s'est éteint, à l'âge de 73 ans. La cause officielle, selon les médecins, était une insuffisance cardiaque congestive, aggravée par des complications liées à sa pneumonie. Mais ces mots, « Je pars ce soir », semblaient porter une signification plus profonde, comme si Brown savait que son heure était venue, comme s'il avait choisi de quitter la scène de la vie avec la même théâtralité qu'il apportait à ses performances. Charles Bobby, qui était à son chevet, a décrit ce moment comme un mélange de tristesse et de beauté. Il avait vu James Brown surmonter tant d'épreuves, la pauvreté, la prison, les scandales, mais cette fois, il n'y avait plus de combat à mener. Le parrain du funk, l'homme qui avait fait danser le monde entier, s'en était allé. Mais son départ n'était que le début d'une histoire encore plus complexe, marquée par des hommages, des controverses, et un héritage qui continue de briller. Quand la nouvelle de la mort de James Brown s'est répandue, le 25 décembre 2005, le monde entier s'est arrêté. Des radios aux télévisions, des journaux aux discussions sur les réseaux sociaux naissants, son nom était partout. À New York, Tokyo, Londres, ou encore Lagos, les fans pleuraient la perte d'une légende. James Brown n'était pas juste un musicien. Il était une force culturelle, un homme qui avait transcendé les frontières, les genres et les générations. Des adolescents qui découvraient ses chansons dans des samples hip-hop aux aînés qui avaient dansé sur I Got You, I Feel Good, dans les années 60, tout le monde ressentait cette perte comme un coup au cœur. Les hommages ont afflué de toutes parts, reflétant l'impact universel de Brown. Le président des États-Unis, George W. Bush, a publié un communiqué poignant qui capturait l'essence de ce que Brown représentait. Il l'a décrit comme un original américain, un artiste dont l'énergie brute, la voix puissante et la présence scénique avaient redéfini ce que signifiait être un performeur. Ces mots, venant du leader d'une nation, montraient à quel point Brown n'était plus qu'un chanteur. Il était un symbole de l'Amérique, de sa créativité, de sa résilience et de son esprit indomptable. Mais ce sont les hommages des artistes qui ont vraiment mis en lumière l'ampleur de son influence. Michael Jackson, qui considérait Brown comme son mentor ultime, a partagé une déclaration émouvante. Il a raconté comment, enfant, il observait Brown sur scène, hypnotisé par ses mouvements, ses cris, et sa capacité à captiver une foule. James Brown m'a appris à être un performeur, a-t-il dit, ajoutant que sans lui, la musique pop ne serait pas la même. Prince, une autre icône qui a puisé dans l'énergie de Brown, a salué sa discipline et son innovation, décrivant son style comme une leçon de groove. Lenny Kravitz, connu pour son mélange de rock et de funk, a rendu hommage à l'homme qui avait posé les fondations de son propre son, disant « James Brown ne jouait pas seulement de la musique, il était la musique ». D'autres artistes, de Beyoncé à Public Enemy, ont également exprimé leur admiration. Chuck D, leader de Public Enemy, a rappelé comment les rythmes de Brown avaient façonné le hip-hop, avec des chansons comme Funky Drummer devenant des piliers des samples dans les années 80 et 90. Même des figures du rock, comme Mick Jagger des Rolling Stones, ont reconnu leur dette envers Brown. Jagger a raconté comment il avait regardé Brown performer dans les années 60, lors du légendaire concert TAMI Show en 1964, où Brown avait volé la vedette à tous les autres artistes, y compris les Stones. Il était une tornade sur scène, a dit Jagger. Il nous a tous forcés à élever notre jeu. Pour honorer la mémoire de James Brown, des cérémonies publiques ont été organisées, chacune reflétant l'amour et l'admiration que le monde lui portait. La première a eu lieu le 28 décembre 2005 à l'Apollo Theatre, dans le quartier de Harlem à New York. L'Apollo, c'était plus qu'une salle de concert pour Brown, c'était un lieu sacré. C'est là qu'en 1962, il avait enregistré son album Live at the Apollo, un disque qui a changé l'histoire de la musique en capturant l'énergie brute de ses performances. Ce jour-là, des milliers de fans se sont rassemblés pour dire adieu à leur héros. La foule s'étendait sur des pâtés de maison, des gens de tous âges et de toutes origines, unis par leur amour pour l'homme qui les avait fait danser, chanter et se sentir vivants. L'atmosphère à l'Apollo était électrique, mêlant tristesse et célébration. Des haut-parleurs diffusaient ses plus grands tubes Please, 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 Papa's Got a Brand New Bag, Sex Machine, tandis que les fans partageaient des souvenirs. Certains racontaient comment ils avaient vu Brown en concert dans les années 60,
d'autres comment ils avaient découvert ces chansons grâce à leurs parents ou à des samples dans le hip-hop. Des bouquets de fleurs, des photos, et des messages manuscrits s'entassaient devant la scène, transformant l'Apollo en un véritable sanctuaire. 2 jours plus tard, le 30 décembre, une autre cérémonie publique a eu lieu à la James Brown Arena, à Augusta, en Géorgie, la ville natale de Brown. Augusta n'était pas seulement l'endroit où il était né, c'était là où il avait forgé son caractère, où il avait surmonté la pauvreté et les épreuves pour devenir une star mondiale. La James Brown Arena, nommée en son honneur, était le lieu parfait pour cet hommage. Des fans, des amis, et des membres de la communauté se sont réunis pour célébrer sa vie. Des musiciens locaux ont joué des reprises de ses chansons, et des discours émouvants ont rappelé comment Brown avait mis Augusta sur la carte mondiale, transformant une petite ville du Sud en un symbole de funk et de fierté. Une cérémonie privée a également été organisée le 29 décembre à North Augusta, en Caroline du Sud, pour les proches et les collaborateurs les plus intimes de Brown. Mais l'un des moments les plus marquants de ces hommages a eu lieu à New York. Le corps de James Brown, reposant dans un cercueil en bronze prométhéen, a été transporté à travers les rues de Harlem dans une calèche tirée par des chevaux. C'était un spectacle théâtral, digne de l'homme qui vivait pour les entrées grandioses. La calèche, ornée de fleurs, avançait lentement tandis que les passants s'arrêtaient pour rendre hommage, certains en larmes, d'autres applaudissant comme s'il assistait à un dernier appel. Ce moment, chargé de symbolisme, montrait que même dans la mort, James Brown savait comment captiver une foule. Ces hommages n'étaient pas seulement des adieux, ils étaient une reconnaissance de l'impact universel de James Brown. Dans les jours qui ont suivi sa mort, les stations de radio du monde entier ont diffusé ses chansons sans relâche. À Harlem, des DJ de rue organisaient des block-parties improvisées, faisant résonner Get Up au Faded Thing dans les quartiers. À Londres, des clubs rendaient hommage avec des soirées funk. À Tokyo, des fans se réunissaient pour regarder des vidéos de ses performances légendaires. Partout, on ressentait la même chose. James Brown n'était pas juste une star, il était une partie de l'âme collective, un homme qui avait donné au monde un langage musical universel. Les hommages ne venaient pas seulement des fans ou des artistes. Des institutions culturelles ont reconnu son génie. Le Rock and Roll Hall of Fame, où Brown avait été intronisé en 1986, a publié une déclaration saluant son rôle de pionnier. Le Kennedy Center, qui lui avait décerné un prix prestigieux en 2003, a rappelé comment il avait redéfini la performance live. Même des villes éloignées comme Steamboat Springs, dans le Colorado, ont célébré son héritage en nommant un pont James Brown sous le Center of the Universe, un nom parfait pour un homme qui faisait trembler la terre avec chaque cri. Quand James Brown s'est éteint à 1h45 du matin le 25 décembre 2005, à l'hôpital Emory Crawford de Long d'Atlanta, la cause officielle semblait claire. Une insuffisance cardiaque congestive, aggravée par des complications d'une pneumonie. Sur le papier, tout semblait logique. Brown avait 73 ans, une carrière épuisante de plus de 5 décennies, et une santé fragilisée par des années de performances intenses, de tournées incessantes et de défis personnels. Mais pour certains, cette explication ne collait pas tout à fait. La rapidité de son déclin, survenu en quelques heures seulement, a semé le doute dans l'esprit de ceux qui le connaissaient bien. Comment un homme aussi résilient, qui planifiait encore des concerts et une apparition sur CNN, pouvait-il s'effondrer si soudainement? C'est là que les premières ombres ont commencé à planer. Quelques années après sa mort, une enquête de CNN, publiée en 2019, a jeté de l'huile sur le feu. Intitulée The Mysterious Death of the Godfather of Soul, cette enquête a ravivé les spéculations en explorant des incohérences dans les circonstances de son décès. Les journalistes de CNN ont interrogé des proches, des collaborateurs et des experts médicaux, mettant en lumière des détails troublants. L'un des témoignages les plus frappants venait du docteur Marvin Crawford, le médecin qui avait recommandé à Brown de se faire hospitaliser quelques jours avant sa mort. Crawford, qui avait suivi Brown de près, a exprimé des doutes publics sur la rapidité de son déclin. Selon lui, l'état de Brown ne semblait pas aussi grave lorsqu'il avait été admis à l'hôpital. La pneumonie, bien que sérieuse, était traitable, et l'insuffisance cardiaque soudaine qui a suivi semblait presque anormale. Crawford a raconté une anecdote qui a marqué les esprits. Lors de ses visites à l'hôpital, Brown, même affaibli, restait fidèle à lui-même. Il plaisantait, parlait de ses projets, et gardait cette étincelle qui le rendait si unique. Rien, selon Crawford,
ne laissait présager une fin aussi abrupte. Son déclin était trop rapide, a-t-il déclaré à CNN, ajoutant qu'il n'avait jamais vu une pneumonie évoluer si brutalement vers une défaillance cardiaque. Ces mots, venant d'un professionnel de la santé qui connaissait bien Brown, ont suffi à alimenter les spéculations. Était-il possible que quelque chose d'autre ait contribué à sa mort? Une erreur médicale? Une substance administrée à son insu? Ou simplement une coïncidence tragique? Les doutes du docteur Crawford n'étaient pas isolés. Plusieurs proches de James Brown, y compris des membres de sa famille et d'anciens collaborateurs, ont exprimé des préoccupations similaires. Parmi eux, Tommy Rainey, la veuve de Brown, a été l'une des voix les plus insistantes. Rainey, qui était mariée à Brown au moment de sa mort, bien que leur mariage ait été contesté juridiquement par la suite, a déclaré à plusieurs reprises que quelque chose ne tournait pas rond. Elle a raconté que Brown semblait en meilleure santé qu'on ne le prétendait dans les jours précédant son hospitalisation. Selon elle, il était plein d'énergie, planifiant son retour sur scène avec enthousiasme. Elle a suggéré que des facteurs extérieurs, peut-être liés à son entourage, auraient pu jouer un rôle dans son décès. D'autres figures proches de Brown ont également partagé leurs soupçons. Son gendre, Darren Lumar, a publiquement évoqué la possibilité d'un acte intentionnel. Dans des interviews, il a affirmé que Brown aurait pu être victime d'une administration de substances, sans jamais fournir de preuves concrètes. Des collaborateurs de longue date, comme des membres de son équipe de tournée, ont également pointé du doigt des tensions au sein de l'entourage de Brown. À l'époque, sa vie personnelle était un tourbillon de relations complexes. Des mariages multiples, des enfants de différentes unions, et des partenaires commerciaux parfois en désaccord. Certains ont suggéré que des rivalités ou des intérêts financiers auraient pu créer un climat propice à des actes douteux. Ces spéculations étaient d'autant plus crédibles que James Brown avait une histoire marquée par les controverses. Tout au long de sa carrière, il avait été impliqué dans des scandales, des disputes et des batailles juridiques. Son tempérament volcanique, combiné à son statut de superstar, attirait autant d'admiration que de conflits. Certains de ses proches ont évoqué l'idée que des personnes de son cercle, peut-être motivées par l'argent ou le pouvoir, auraient pu avoir un intérêt à le voir disparaître. Mais ces théories, bien qu'intrigantes, restaient des conjectures. Aucune preuve tangible n'a jamais émergé pour étayer ces accusations, et les autorités n'ont jamais rouvert l'enquête sur sa mort. L'enquête de CNN, bien qu'elle n'ait pas abouti à des conclusions définitives, a amplifié ces questions dans l'imaginaire collectif. Les journalistes ont exploré plusieurs pistes, y compris la possibilité d'une intoxication ou d'une négligence médicale. Ils ont également examiné le contexte de l'hôpital où Brown était soigné. À l'époque, l'Emory Crawford de Long était un établissement respecté, mais comme dans tout hôpital, des erreurs pouvaient survenir. Était-il possible qu'un mauvais traitement ait aggravé son état? Ou que quelqu'un, dans l'ombre, ait influencé les événements? CNN a interrogé des toxicologues qui ont noté que certaines substances, si elles avaient été administrées, auraient pu provoquer un déclin rapide sans laisser de traces évidentes dans une autopsie standard. Mais sans preuve concrète, ces hypothèses sont restées au stade des spéculations. Les autorités ont maintenu la cause officielle de la mort insuffisance cardiaque due à une pneumonie, et aucune accusation formelle n'a jamais été déposée. Pourtant, pour beaucoup de fans et de proches, le mystère persiste. La vie de James Brown était un mélange de triomphe et de chaos, et sa mort semblait refléter cette dualité. Était-ce simplement une tragédie médicale, le résultat d'un corps épuisé par des décennies de performances intenses? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre, un secret enfoui dans les coulisses de sa vie tumultueuse? Quand James Brown s'est éteint le 25 décembre 2005, il laissait derrière lui bien plus qu'un héritage musical. Sa fortune, estimée à environ 100 millions de dollars, englobait des revenus de sa musique, des droits d'auteur, des propriétés, et même son image publique, une véritable mine d'or pour une icône de son envergure. Mais cette richesse est rapidement devenue une source de conflit. En 2000, 5 ans avant sa mort, Brown avait rédigé un testament et créé un trust pour gérer son patrimoine. Ce document, censé assurer une répartition claire de ses biens, allait au contraire déclencher une guerre juridique d'une ampleur rare. Le testament de Brown était clair sur un point, il excluait Tommy Rainey, sa veuve, et leur fils, James Brown Jr. Pourquoi? Parce que le document avait été finalisé avant le début de leur relation. Rainey, qui s'était marié à Brown en 2001,
s'est retrouvé dans une position délicate. Son mariage lui-même était sujet à controverse, car certains le contestaient en raison d'une union précédente de Ini qui n'aurait pas été officiellement dissoute. Cette ambiguïté juridique a jeté les bases d'un conflit complexe, où les émotions, l'argent et les rivalités familiales se sont entremêlées. Outre Ini et son fils, d'autres parties ont revendiqué une part de l'héritage. Brown avait plusieurs enfants issus de relations différentes au total, 9 enfants reconnus, bien que certains rapports évoquent d'autres descendants potentiels. Ses filles, comme Dina Brown Thomas et Yama Brown, ainsi que d'autres membres de la famille, ont cherché à faire valoir leurs droits. À cela s'ajoutaient des collaborateurs et des gestionnaires d'affaires, qui avaient travaillé avec Brown pendant des décennies et estimaient avoir une légitimité à participer à la gestion de son patrimoine. Le trust, qui était censé financer des bourses d'études pour des enfants défavorisés en Caroline du Sud et en Géorgie, a également compliqué les choses, car certains ont contesté la manière dont il était administré. Les litiges ont commencé presque immédiatement après la mort de Brown et se sont transformés en une bataille juridique marathon. Les tribunaux de Caroline du Sud, où Brown avait passé une grande partie de sa vie, sont devenus le théâtre de disputes acharnées. Les avocats des différentes parties se sont affrontés sur des questions clés. Qui avait droit à quoi? Le testament était-il valide? Le trust respectait-il vraiment les volontés de Brown? Et surtout, qui contrôlait les droits sur sa musique, une source de revenus massifs grâce aux royalties et aux samples utilisés dans le hip-hop et d'autres genres? Tommy Ray Ini et James Brown Jr. ont été au centre de nombreuses audiences. Ini a soutenu qu'en tant que veuve, elle méritait une part de l'héritage, malgré son exclusion du testament. Elle a également cherché à faire reconnaître son mariage comme légal, une bataille qui a duré des années. Les enfants de Brown, quant à eux, ont argué que le testament devait être respecté, mais certains ont également contesté la gestion du trust, affirmant que les fonds destinés aux bourses d'études étaient mal utilisés. Des gestionnaires d'affaires, comme David Cannon, un ancien comptable de Brown, ont été accusés de mauvaise gestion financière, ajoutant une autre couche de complexité. Les tribunaux ont vu défiler des dizaines d'audiences, des appels et des contre-appels. À un moment donné, la Cour suprême de Caroline du Sud a même été impliquée pour trancher des questions sur la validité du mariage de Ini. Chaque nouvelle décision semblait ouvrir la porte à de nouveaux litiges, et les frais juridiques s'accumulaient, grignotant la fortune même qui était au cœur du conflit. Pour les fans de James Brown, c'était une triste ironie. L'homme qui avait tout donné pour son art voyait son héritage matériel déchiré par des querelles judiciaires. Ce n'est qu'en juillet 2021, près de 15 ans après la mort de James Brown, qu'un accord final a été trouvé. Les détails de l'accord n'ont pas été entièrement rendus publics, mais il a permis de mettre fin au litige en répartissant une partie de la fortune entre les parties impliquées, tout en préservant une portion pour le trust éducatif. Cet accord a marqué la fin d'une saga qui avait captivé les médias et les fans, mais il n'a pas effacé les tensions. Pour beaucoup, cette bataille juridique était un reflet des complexités de la vie personnelle de Brown. Un homme dont le génie musical contrastait avec une vie privée marquée par des relations tumultueuses et des décisions controversées. Parler de James Brown, c'est parler d'une révolution du rythme. Il n'était pas juste un artiste, il était un architecte musical, un pionnier qui a redéfini les frontières de la soul, du funk et de la performance scénique. Quand on pense à des chansons comme Papa's Got a Brand New Bag, I Got You, I Feel Good ou Sex Machine, on ne parle pas seulement de tubes, mais de moments qui ont changé l'histoire de la musique. Brown a inventé le funk, un genre qu'il a forgé avec des rythmes syncopés, des basses puissantes, et une énergie brute qui faisait danser n'importe qui, n'importe où. Dans les années 60, alors que la soul dominait les charts avec des artistes comme Sam Cooke et Aretha Franklin, Brown a poussé le genre plus loin. Il a pris les racines du gospel et du rhythm and blues et les a transformées en quelque chose de nouveau, le funk. Ce style, avec son accent sur le one, le premier temps de chaque mesure, martelé par la basse et la batterie, était une rupture radicale. Des chansons comme Cold Sweat en 1967 ont introduit ce qu'on appelle le one-core funk, une approche minimaliste mais incroyablement puissante qui mettait le groove au centre de tout. Les musiciens qui jouaient avec Brown, comme le batteur Clyde Stubblefield ou le bassiste Bootsy Collins, étaient des virtuoses qui donnaient vie à sa vision. Mais l'influence de Brown ne s'arrête pas au funk. Il a jeté les bases du hip-hop. Dans les années 80, des producteurs comme Dr. Dr, Public Enemy et Digi Colère ont samplé ces rythmes, en particulier le break de Funky Drummer,
qui est devenu l'un des échantillons les plus utilisés dans l'histoire du hip-hop. Des chansons comme Rebel Without a Pause de Public Enemy ou Nutimbu à Jetang de Dr. doivent une partie de leur ADN à Brown. Chaque fois que vous entendez un beat hip-hop avec un groove irrésistible, il y a un peu de James Brown là-dedans. Et ce n'est pas tout. Des artistes rock comme les Rolling Stones, des pop stars comme Michael Jackson, et même des groupes électroniques ont puisé dans son énergie. Mick Jagger a raconté comment il regardait Brown sur scène, fasciné par sa capacité à transformer une performance en une expérience presque spirituelle. Au-delà de la musique, James Brown était une force culturelle. Dans les années 60, en pleine lutte pour les droits civiques aux États-Unis, il a utilisé sa plateforme pour porter des messages puissants. Sa chanson C'est It Loud I'm Black and I'm Proud, sortie en 1968, est devenue un hymne pour la communauté afro-américaine. À une époque où le racisme institutionnel était omniprésent, Brown a donné une voix à la fierté noire, encourageant une génération à s'affirmer avec force. Ce n'était pas juste une chanson, c'était un mouvement, un cri de ralliement qui résonne encore aujourd'hui dans des luttes pour l'égalité. Brown n'était pas seulement un symbole pour les Afro-Américains, il était une icône mondiale. Ses tournées l'ont emmené partout, de l'Afrique à l'Asie, où il a inspiré des artistes locaux. En 1970, son concert à Lagos, au Nigeria, a influencé des musiciens comme Fela Kuti, qui a intégré des éléments du funk dans l'afrobeat. En Europe, des groupes comme Jamiroquai ont repris son style groovy. Et au Japon, où Brown était adoré, des fans organisaient des soirées funk pour célébrer son œuvre. Son impact transcende les frontières, les langues et les cultures, faisant de lui une figure universelle. Sa présence scénique était tout aussi révolutionnaire. Brown ne se contentait pas de chanter, il donnait tout. Ses performances étaient un spectacle total. Des pas de danse comme le mashed potato ou le camel walk, des costumes flamboyants couverts de paillettes, et une énergie qui électrisait la foule. Il pouvait faire un split, se relever en un éclair, et saisir le micro avec une intensité qui laissait le public bouche bée. Des artistes comme Michael Jackson et Usher ont étudié ses mouvements, tandis que des performés comme Beyoncé ont repris son sens du spectacle. Brown ne jouait pas seulement un concert. Il créait une expérience, un moment où le temps semblait s'arrêter. Après sa mort en 2005, l'héritage de James Brown a continué de briller à travers une série d'hommages. Dans sa ville natale d'Augusta, en Géorgie, une statue a été érigée en 2005, immortalisant l'homme qui avait mis cette petite ville du Sud sur la carte mondiale. La statue, représentant Brown avec son micro et son sourire charismatique, est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans. Des rues et des bâtiments portent son nom, comme la James Brown Arena, où des concerts et des événements continuent de célébrer son esprit. Les institutions culturelles ont également reconnu son génie. Brown a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1986, l'une des premières années où l'institution a ouvert ses portes. Le Songwriter Hall of Fame l'a honoré pour ses contributions en tant que compositeur, et en 2003, le Kennedy Center lui a décerné l'un de ses prix les plus prestigieux. Même des lieux inattendus ont rendu hommage à Brown. À Steamboat Springs, dans le Colorado, un pont a été nommé James Brown sous le Center of the Universe. Un clin d'œil parfait à un homme dont l'énergie semblait faire vibrer l'univers entier. En 2023, il a été intronisé sur la promenade des célébrités d'Atlantic City, renforçant son statut d'icône intemporelle. Sa musique continue de vivre. Ses enregistrements ont été remasterisés pour de nouvelles générations, et ses chansons sont régulièrement samplées par des artistes hip-hop, pop et électroniques. Des groupes comme The Root organisent des concerts hommages, tandis que des DJ à travers le monde font tourner ses classiques dans des clubs. Ses costumes de scène, avec leurs capes scintillantes et leurs vestes colorées, sont conservés dans des musées comme des artefacts d'une époque révolue mais toujours vibrante. Des films et des documentaires, comme Get On Up en 2014, ont raconté son histoire, capturant à la fois son génie et ses contradictions. Ce qui rend l'héritage de James Brown si puissant, c'est sa capacité à incarner la résilience et l'innovation. Né dans la pauvreté, élevé dans le chaos, emprisonné jeune, il a surmonté des obstacles inimaginables pour devenir l'un des plus grands musiciens du XXe siècle. Son parcours est une leçon, la grandeur vient souvent avec des contradictions. Brown était un héros pour des millions de fans, mais aussi un homme imparfait, marqué par des scandales et des relations tumultueuses. Pourtant, c'est cette humanité qui rend son histoire si captivante.
Il n'a jamais prétendu être parfait, il voulait juste faire de la musique qui faisait bouger le monde. James Brown n'était pas juste un musicien. Il était une force de la nature, un homme qui a transformé la musique et la culture. Né dans la pauvreté, confronté à l'adversité, il s'est relevé pour devenir le roi de la soul et l'inventeur du funk. Ses chansons, ses pas de danse, son cri légendaire, tout cela vit encore dans chaque beat, chaque performance audacieuse. Des clubs de Harlem au Stade d'Afrique, son groove continue de faire danser le monde. Son message de résilience, de fierté et d'innovation résonne toujours, rappelant que la grandeur naît du courage de se réinventer. Alors, team ancienne star, comment vous souvenez-vous de James Brown? Quelle chanson vous fait vibrer? I Got You, I Feel Good ou Say It Loud, I'm Black and I'm Proud? Quelle performance vous a marqué? Et que pensez-vous des mystères autour de sa mort? Croyez-vous que toute la vérité a été révélée? Laissez vos pensées dans les commentaires, on adore vous lire. Si cette plongée dans la vie d'une légende vous a captivé, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis fans de musique, et abonnez-vous à Ancienne Star pour ne rater aucune de nos histoires sur les icônes qui ont façonné notre monde. Cliquez sur la cloche pour être notifié, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure.